All rise, veuillez vous lever. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuivit du 24 mai au 21 juillet 2022 à la Cour pénale internationale à La Haye. Durant cette période, la Chambre de première instance 5, composée du juge-président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovac et du juge Changu Chang, a entendu la déposition de ces témoins appelés par le bureau du procureur. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait au groupe armé Seleka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Les 7 témoins appelés par l'accusation au cours de cette période ont tous été interprétés à partir de la langue sango et ont bénéficié de mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et le recours à des huis clos partiels. Ces mesures de protection ont été octroyées par la Chambre afin de protéger l'identité des témoins. Les témoins ont d'abord été interrogés par le membre du bureau du procureur, puis par les équipes de la défense d'Alfred Yekatom et de Patrice Edouard Ngaïsona, et sur autorisation de la Chambre par le représentant légaux des victimes. Le 36e témoin de l'accusation, P2475, a été entendu en audience publique lors de l'interrogatoire en chef mené par Maître Maria Berdenikova du bureau du procureur. Identifié comme un ancien membre des Anti-Balaka, les témoins ont parlé de la structure et des activités du groupe d'Alfred Yekatom dans leur base des Gbamba et Yamwara ainsi que les instructions que M. Alfred Yekatom donnait aux éléments qui étaient sous son commandement. Bien, vous avez indiqué que le chef Rambo vous a dit que vous devriez attaquer les musulmans lors de l'attaque. Est-ce qu'il vous a donné des instructions précises sur la manière de le faire ou sur la manière d'identifier les cibles? Il ne nous a pas donné des précisions. Il nous a seulement demandé d'attaquer les musulmans sans nous montrer l'endroit précis où se trouvaient les musulmans. Très bien. Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit au sujet des femmes et des enfants musulmans? Nous avons reçu instruction de tuer tous les musulmans, bastonner, passer à tabac les femmes. Mais pour les hommes, il fallait les éliminer simplement. Nous allons maintenant aborder les aspects plus techniques de cette attaque en termes d'organisation des troupes. Pourriez-vous nous donner des précisions quant aux éléments qui ont quitté la base de Bangba pour mener l'attaque du 5 décembre? Est-ce que tout le monde est parti ou alors est-ce que des éléments sont restés à la base? En sortant pour aller lancer l'attaque du 5 décembre, personne n'est resté derrière. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde devait sortir pour aller prendre part au combat. Aux brèves questions de Maître Dimitro Souprun, représentant les gars des anciens enfants soldats, les témoins ont donné plus de précisions sur sa situation personnelle. Monsieur le témoin, pendant votre déposition, vous avez dit qu'à partir de 2013, vous n'avez pas pu continuer vos études. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir accomplir vos études a eu un impact sur votre vie? Depuis 2013, à l'entrée de la Seleka, je n'ai pas fréquenté. Après cela, j'avais l'intention de reprendre mes études. J'avais vraiment l'intention de reprendre mes études, mais je n'en avais pas les moyens. Ensuite, nous avons rejoint le groupe des Anti-Balaka. Le fait pour moi d'avoir rejoint le mouvement et de l'avoir quitté dans cette ONG lorsque on m'a demandé de reprendre les études parce qu'ils ont procédé à un test à Mbaïki.
Et ils ont constaté que j'avais cette potentialité. Ils m'ont proposé de reprendre les études et je leur dis qu'à cette époque-là, je ne pouvais pas reprendre les écoles, mais que j'étais prêt à suivre une formation. Des contre-interrogatoires du témoin par la défense d'Alfred Yekatom s'est essentiellement déroulé à huis clos partiel. Le 37e témoin de l'accusation, P2658, a également comparé devant la Chambre en qualité d'ancien membre du mouvement anti-Balaka et a été interrogé sur la base que les anti-Balaka avaient établie dans la région de Gobéré. Il a indiqué que cette base était un endroit d'entraînement pour les anti-Balaka. Dans cette base, ils apprenaient comment devenir de vrais combattants, a-t-il dit. Le 38e témoin du bureau du procureur, sous les pseudonymes P2453, a été interrogé sur les exactions commises par les anti-Balaka sur la communauté musulmane. Aux questions de l'accusation, il a confirmé que la population musulmane dans les localités telles que Bossangoa avait été attaquée par les troupes anti-Balaka et avait dû fuir de leur maison pour se réfugier à l'école de la liberté. Lors du contre-interrogatoire par la défense Alfred Yekatom, les témoins parlaient de l'arrivée de troupes Séléka à Bossangoa. Il a précisé que dans cette région, les Séléka ont commis des exactions autant sur le chrétien que le musulman. Le témoin P1962 a également été interrogé sur le ciblage de la population musulmane par les anti-Balaka. Aux questions du bureau du procureur, les témoins parlaient d'un incident où une femme avait été agressée parce qu'elle tentait de vendre du manioc aux musulmans. Savez-vous ou pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle cette femme a été traitée de façon aussi brutale parce qu'elle avait vendu du manioc à des musulmans? Cette femme voulait vendre du manioc aux musulmans. C'est pour cette raison qu'il a été battu. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à vendre du manioc à des musulmans? Comment est-ce que cela explique qu'il fallait qu'elle soit battue et déshabillée parce qu'elle avait fait ça? Je crois que tout le monde était mécontent parce que les musulmans incendiaient des maisons, tuaient des enfants appartenant aux chrétiens. C'est pour cette raison qu'ils étaient mécontents et ils ont affligé ce traitement à cette dame-là. Lorsqu'interrogée par maître Elisabeth Rabé-Sandratana, représentante légale de victimes des autres crimes, les témoins ont confirmé que pendant la période de crise, les femmes chrétiennes qui étaient mariées aux musulmans avaient beaucoup souffert. Elles ont souffert parce que elles étaient avec leur mari dans la quiétude. Leur mari leur ont acheté des choses, des biens dans la maison. Mais les anti-Balaka étaient venus tout piller. Ces femmes se sont retrouvées les mains nues. C'est comme ça que je dis qu'elles ont vraiment souffert. Est-ce que, monsieur le témoin, elles ont subi des sévices corporels? Oui, certaines ont été violentées et violées même. Durant le contre-interrogatoire par la défense de Patrice Edouard Ngaïsona, les témoins ont répondu aux questions relatives à la coordination nationale des anti-Balaka et aux efforts déployés par M. Ngaïsona pour restaurer la paix en République centrafricaine. Est-ce que le contenu de ces communiqués dont on vient de parler, qui prônent la libre circulation, qui demandent de ne pas réagir avec violence, qui demandent de respecter les frères musulmans, est-ce que cela c'est compatible avec ce que vous connaissez de M. Ngaïsona? Oui, ça correspond à ce qu'il avait l'habitude de dire. Il parlait beaucoup plus de la paix. Par la suite, les témoins ont été contre-interrogés par la défense d'Alfred Yekatom. Monsieur le témoin,
Êtes-vous conscient que la mission de réconciliation menée par M. Yekatom en 2015 à Boda, en avez-vous entendu parler? Savez-vous qu'elle existait? Il y était avec qui? Je peux peut-être raviver votre mémoire en expliquant ce qui s'est passé. Vous souvenez-vous qu'un match de football a été organisé entre chrétiens et musulmans de Boda et que M. Yekatom a participé à cette organisation avec Habib Soussou, M. Mbena, Maître You? Je m'en souviens. Le témoin P1719 a quant à lui été interrogé sur la planification de l'attaque du 5 décembre 2013 contre la ville de Bangui. Pendant que vous étiez à la frontière, avez-vous appris d'où venaient les différents groupes qui descendaient sur Bangui pour participer dans l'attaque? Et si oui, avez-vous appris qui avait organisé cette descente? Merci. L'organisation, la préparation de tout ce qui s'est passé au pays, je crois que Ngaïsona est ici et il est le mieux placé pour vous dire ce qu'il préconisé faire parce que c'est lui qui les soutenait autant sur le plan financier et en collaboration avec Maxime Mokom qui était le chef d'état-major des opérations. Donc c'est lui qui est mieux placé pour donner les détails ou bien pour répondre à la question que vous venez de me poser. Au niveau de Bangui, je ne savais pas ce qu'il s'est passé. Ce que je sais, c'est que le chef des opérations, c'était Maxime Mokom. Aux questions de la défense de M. Ngaïsona, le témoin a donné plus de précisions sur ce qu'il a déclaré précédemment devant la Chambre. Monsieur le témoin, est-il exact de dire que vous n'avez jamais vu M. Ngaïsona donner de l'argent à qui que ce soit en 2013, même ailleurs? La personne qui m'avait donné de l'argent à Yaoundé, c'était Bernard Mokom. Mais je n'ai pas vu M. Ngaïsona sortir de l'argent de sa poche pour nous donner. Je le répète. Au téléphone, je n'ai pas parlé avec M. Bernard Ngaïsona. La personne que j'ai appelée, c'était M. Ngaïsona. Vous pouvez même vérifier le répertoire à cette époque. Vous constaterez qu'on s'était parlé. Et c'est ce que j'avais dit. Et quand je suis arrivé à la cité de Golfe, c'était M. Bernard qui nous avait accueillis. Ce que je sais, M. Bernard Mokom et M. Ngaïsona habitaient la même maison. Une question. Comment Bernard Mokom pouvait savoir qu'on était en route, étant donné que je ne m'étais pas adressé à M. Bernard Mokom? C'était un Ngaïsona que j'avais parlé. Mais comment Bernard Mokom a su que j'étais en route pour venir à un rendez-vous avec M. Ngaïsona? Mais curieusement, c'est lui, Bernard Mokom, qui nous a accueillis et qui nous a donné de l'argent. Je m'arrête là. Le témoin P2656 a été entendu par la Chambre durant 2 jours successifs. Répondant aux questions en qualité d'ancien membre du mouvement anti-Balaka, les témoins ont été amenés à fournir de plus amples détails sur la structure des anti-Balaka de Carnot, ainsi que les instructions que M. Ngaïsona donnait au commandant de zone de cette région.
Monsieur le témoin, ma question était la suivante. Vous avez dit que le Comzone rendait compte à Monsieur Ngaïsona. Et donc, je souhaitais que vous me disiez si, à votre connaissance, ces ordres ou ces instructions qui étaient données par Monsieur Ngaïsona au Comzone de Carnot, si ces ordres étaient exécutés. Oui. C'était lui le coordinateur national. Lorsqu'il donnait les instructions, il les exécutait. D'ailleurs, il est passé aux éléments pour exécution sur le terrain. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples ou quelques exemples d'ordres qui étaient donnés par M. Ngaïsona au Comzone de Carnot? Oui. À un moment donné, quand il y avait le trouble, et lorsque les anti-Balaka étaient en pleine opération, un jour, un soir, Ngaïsona a appelé le Comzone et a demandé à ce que les éléments, il a demandé à ce que le Comzone puisse poster des éléments anti-Balaka au point d'entrée et de sortie de la ville, afin d'empêcher au Séléka et empêcher les musulmans d'entrer dans la ville. Après ces instructions, le Comzone a déployé les éléments sur les checkpoints qui se trouvent à l'entrée et à la sortie de la ville. Voilà un exemple d'instruction que le coordinateur général a donné au Comzone. Lors de sa dernière journée de déposition, le témoin a également été contre-interrogé par Maître Marie-Hélène Proux pour le compte de la défense de M. Ngaïsona. OK. Un autre extrait qui est à la page 20 et 21 de la transcription d'hier. Vous dites que les militaires du contingent camerounais de la MINUSCA tiraient dans les jambes des anti-Balaka, que le Comzone Aimé avait appelé Bangui pour informer le coordonnateur général et que ce dernier avait demandé à Aimé de dire aux éléments anti-Balaka de répliquer. Et que donc, il y avait eu un échange de tirs pendant 2 ou 3 jours. J'ai juste une question de clarification. D'abord, vous parlez de la MINUSCA dans cet exemple. Alors, la MINUSCA a remplacé la MISCA à l'automne 2014. Alors, est-ce que vous parlez ici d'un événement qui a eu lieu après que vous ayez quitté les anti-Balaka? Comme je viens de vous le dire, j'ai quitté le mouvement anti-Balaka. Mais ça ne veut pas dire que j'ai quitté la ville de Carnot. J'ai quitté le mouvement, mais j'étais dans la ville de Carnot. Tout ce que les anti-Balaka faisaient dans la ville de Carnot, non seulement je voyais, mais j'en entendais parler. Ce que la MISCA camerounais faisait dans la ville, on en entendait parler ou encore on les voyait. Donc, il y avait des échanges de tirs et ils tiraient principalement dans les jambes. J'ai vu de mes propres yeux des personnes atteintes de balles transportées à l'hôpital. J'étais bien dans la ville à l'époque de ces faits. Mais puisque vous n'étiez plus dans les anti-Balaka, comment avez-vous su que c'est M. Ngaïsona qui avait donné l'ordre de répliquer? Mais vous savez, si par exemple une autorité donne de l'ordre à quelqu'un, mais cet ordre-là peut être répercuté, et c'est de cette manière que Ngaïsona a donné des ordres aux coordonnateurs, et ces ordres-là se sont répercutés. Certains de ces anti-Balaka avec qui on était proches, puisque je suis natif de Carnot, tout ce qui se passait à Carnot lors des Séléka à l'époque des Séléka jusqu'aux anti-Balaka, je vivais encore dans la ville de Carnot. C'est pourquoi j'ai su tout ce qui se passait dans la ville. Les témoins P1716 a parlé des enlèvements de jeunes ainsi que d'autres exactions de la Séléka sur la population civile. La majeure partie de son témoignage s'est déroulée à huis clos partiel.
C'est ainsi qu'au 21 juillet 2022, la Chambre de première instance 5 a fini d'avoir entendu 42 témoins jusqu'ici appelés par l'accusation à comparaître et à participer à la manifestation de la vérité dans ces procès. Le procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuivra le lundi 29 août 2022 après la pause de vacances judiciaires.